Dernier forum des lecteurs de ce samedi 8 novembre 2013. Un forum des lecteurs qui a pour thème Scène de la vie d'une femme. Nous recevons Brigitte Giraud pour Avoir un corps aux éditions Stock. Nous recevons également Jérôme Prieur pour Une femme dangereuse aux éditions Le Passage. Et enfin Émilie de Turckheim pour Une sainte aux éditions EO. Et nous avons une nouvelle fois aussi cette année le plaisir de recevoir à nouveau Karine Papillot pour animer ce forum. Bonjour à tous, le plaisir est partagé. Merci. On va commencer par parler de féminin, de femmes ou d'absence de femmes en ce qui concerne Jérôme Prieur, le livre de Jérôme Prieur. Mais je vais commencer avec Brigitte Giraud. Alors, Avoir un corps est le titre de ce nouveau roman publié chez Stock. On vous connaît pour L'amour est très surestimé, qui a été prix Goncourt de la Nouvelle en 2007. Vous avez aussi reçu la mention spéciale du prix Vepler pour À présent, un récit en 2001. Et puis Une année étrangère en 2009 et Pas d'inquiétude en 2011. Vous avez un travail particulier autour de la question du corps, puisque si je crois, si mes informations sont bonnes, Avoir un corps était d'abord un projet artistique mené avec une chorégraphe qui s'appelle Bernadette Gaillard. Racontez-nous l'itinéraire et le sujet de ce livre, s'il vous plaît. Donc en effet, nous avons travaillé pendant de longs mois avec la chorégraphe Bernadette Gaillard pour mettre au point une lecture dansée avec la scène nationale de La Roche-sur-Yon, où on a essayé d'explorer quelque chose qui nous faisait très peur et qui, moi, m'a toujours fait très peur, c'est la question du féminin. Dans mes autres livres, j'avais principalement travaillé autour de ce que j'appelle le garçon, l'homme, le masculin, la virilité, possible ou impossible, voilà, la fragilité, ce qui m'intéresse beaucoup. Et puis là, c'était vraiment une façon d'explorer la femme dans son corps, dans sa façon de se construire et de répondre surtout aux injonctions que lui envoie la société tout entière. Et la fille, quand elle est petite, avant de savoir qu'elle est un sexe, elle n'a pas conscience qu'elle va devoir se transformer en fille, c'est-à-dire sous le regard de sa mère, de son père, devenir dans son corps, dans sa gestuelle, dans ses postures et dans sa façon de parler, une fille et pas un garçon. C'est vraiment un livre qui parle de la construction du corps sous ces contraintes-là. Alors vos romans traitent aussi beaucoup de la place qu'on occupe, alors au sein de la famille, du couple notamment. Est-ce que vous avez l'impression d'être arrivé à l'essentiel, au cœur de votre réflexion dans ce roman qui donc s'appuie sur ce que la seule chose tangible que nous incarnons, qui est le corps? En fait, ce que j'avais envie d'explorer, c'est cette expression qui est avoir un corps, qui n'est pas la même chose que être un corps. Et avoir un corps, ça suppose que quand on naît, du verbe naître, le corps est quelque chose qui vous est donné, qui vous est imposé, qu'il va falloir petit à petit, au fil des ans, s'approprier, il va falloir l'apprivoiser et il va falloir faire en sorte que ce corps devienne le vôtre, que vous puissiez vous y reconnaître et que petit à petit, d'un bout à l'autre de l'existence, la tête et le corps soient amenés à cohabiter. Moi, ce qui m'intéresse dans l'idée d'avoir un corps, c'est surtout qu'on a une tête, parce que le tête et le corps entretiennent un dialogue évidemment très serré, permanent, très énigmatique, et un corps sans esprit n'était pas quelque chose qui m'intéressait. C'est Baudelaire qui a dit une phrase assez troublante parlant de la femme, et une phrase qui est très dérangeante dans son journal À cœur ouvert, où il écrit ceci, il dit que la femme serait comme un animal dans la mesure où elle ne sait pas faire la différence entre la tête et son corps. Et j'ai eu envie peut-être de déjouer cette parole. Comment cette relation s'établit, cette relation au corps? Comme vous dites, c'est avoir un corps et pas être un corps. Est-ce que c'est un rapport de domination, de suggestion, de complicité, d'accompagnement? De quel ordre s'agit-il en fait de cette relation au corps? Alors je pense que le corps, évidemment, il y a des moments où on l'oublie volontiers. Quand on l'oublie volontiers, c'est qu'on est dans un état
plutôt de sensations agréables. Quand le corps et la tête sont en accord, c'est quand on est dans un lien à la sensualité, à la volupté, vraiment dans la mesure où tous les sens sont en éveil. Le moment où le corps prend le dessus, c'est souvent quand le corps est en souffrance, quand le corps est malade ou quand le corps vous résiste. Donc il y a des moments dans l'existence où le corps vous trahit. Il y a d'autres moments où vous avez l'illusion de le maîtriser. Voilà, selon les étapes de votre existence. C'est pas la même chose pendant la petite enfance, pendant l'adolescence et puis dans le rapport amoureux. Le corps, moi, ce qui m'intéresse dans ce travail-là, c'est qu'il est le vecteur qui nous permet d'être en lien avec l'autre. Et le corps de l'autre, et donc le corps du garçon. Alors là, on dit beaucoup de choses qui sont dans l'analyse de votre sujet, mais ce livre-là n'est pas un essai, c'est un roman. Et effectivement, on suit l'histoire d'une femme à travers toutes les étapes donc, qui sont les étapes de son corps et puis les étapes de sa vie, puisque les deux choses sont quand même assez liées. La maternité, il y a aussi la question du deuil. Tout ça est traversé. Mais malgré tout... le lecteur un petit peu perfide essaye de vous coincer, dire à quel moment est-ce qu'elle va finalement raconter l'histoire d'une femme en sortant de son sujet, de sa préoccupation. Vous n'en sortez pas. Qu'est-ce que ça implique sur le plan de la langue que de raconter une histoire du point de vue du corps qui reste quand même l'histoire d'une personne entière et de sa vie? Alors en effet, c'est vraiment un roman, c'est-à-dire que c'est un roman qui se passe, qui est raconté à la première personne du singulier. C'est une fille qui dit je, qui est enfant, qui grandit, qui devient femme, qui finit par avoir elle-même un enfant. Et donc c'est une traversée de l'existence qui est menée un petit peu tambour battant, et j'ai envie de dire que c'est une recherche d'équilibre, parce que qu'est-ce qu'on essaye de faire pendant notre existence, c'est de marcher d'un bout à l'autre en regardant droit devant l'horizon et faire en sorte de ne pas tomber ni d'un côté ni de l'autre du précipice. La ligne de vie, c'est comme une ligne d'écriture, c'est comme l'idée d'écrire un livre. J'ai vraiment eu cette sensation. Donc c'est essayer de trouver le mot juste, de nommer la juste sensation et d'être dans une pulsion intérieure qui est une respiration qui propulse l'énergie. Voilà. L'écriture de ce livre, c'était parler de l'énergie, parler de la recherche d'équilibre, parler de la pudeur, parler de l'inquiétude, parler de la relation au travail, le travail qui s'en prend aussi au corps, parler évidemment beaucoup de l'amour. Pour moi, c'est un livre d'amour fou, aussi pour un homme ou pour différents hommes. Pour le garçon. Pour le garçon, mais pour aussi le frère, le père et puis le petit enfant qui va venir. Puis c'est aussi un livre qui parle du temps. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la traversée du temps, parce que c'est un livre qui parle des différentes couches dont nous sommes faits, les différentes strates dont un être humain est fait. Et je crois que j'ai écrit ce livre parce qu'il y a une question qui me taraude, en fait, qui est finalement, une fois qu'une vie se construit, où s'inscrivons-nous l'inquiétude, où s'inscrit en nous le chagrin, la douleur, la joie, l'amour, quel type de traces ça laisse à l'intérieur de nos corps, comment on sort de tout ça et comment on cumule à l'intérieur de nous-mêmes tous les âges. C'est vraiment un livre qui parle du temps. Parce que moi j'ai l'impression qu'on a l'âge qu'on a, mais que cet âge il est juste un fantasme, quelque chose de très virtuel que vous renvoie le regard de l'autre, mais qu'à l'intérieur de soi, on a à la fois 8 ans, on a à la fois 15 ans, on a à la fois 25 ans et on a l'âge qu'on a. Voilà. Et puis vous démentez aussi l'aspect du corps, du comme s'il ne s'était rien passé, et en particulier le cas de la grossesse où il ne s'est pas rien passé puisqu'il y a quelque chose qui habite son corps après la délivrance et après que l'enfant a commencé à grandir, c'est le ventre qui est sans l'enfant. Enfin, vous expliquez bien tout ce qui fait que le corps, toutes ces traces du corps invisibles, mais qui au fond en font une peinture complètement fantasmagorique sous des dehors parfaitement normaux, pardon. Mais en même temps, je me suis beaucoup amusée dans l'écriture de ce livre. Il me semble qu'il y a beaucoup d'ironie, une façon de se moquer de soi-même, qu'il y a un humour assez joyeux. J'ai eu envie de tendre un miroir aussi, notamment en déformant le miroir qui est tendu en permanence aux femmes, parce que la question du féminin, telle que la société nous invite à endosser cette chose-là, c'est quand même pas facile. Donc c'était une façon de faire voler aussi tout ça en éclats et puis de rire aussi parfois de notre façon d'être
d'être soit minable ou pas du tout à la hauteur, ou d'essayer de voir ce que ça fait de marcher avec des talons, sans talons, en jupe, pas en jupe, etc. Toute cette folie qu'on travaille autour du corps, parce que le corps, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un outil, finalement, un objet qui est là pour exister sous le regard de l'autre et qui est aussi un outil de séduction, il faut bien le dire. Alors, restons dans le corps, justement, le corps féminin. Et je ne dis pas ça, Émilie de Turckheim, parce que vous avez écrit un livre, la femme à modeler, aux éditions Naïves, qui était un livre illustré. Alors vous êtes très jeune, et puis vous avez commencé très jeune aussi, puisqu'à 24 ans, vous publiez votre premier roman qui s'appelait Les Amants terrestres, au Cherche Midi. Vous avez reçu le prix littéraire de la vocation 2009 pour Chute libre, et le prix Belle Amie 2012 pour Héloïse et Chauve, chez Héloïse d'Ormesson, qui, elle, ne l'est pas. Donc vous êtes par ailleurs modèle vivant pour des peintres et des sculpteurs. Vous écrivez aussi des livres pour la jeunesse qui sont très réussis. Par ailleurs, Jules et César et Mamie Antoinette, par exemple, donc aux éditions Naïves. Et Une Sainte, c'est votre septième livre pour les grands. Expliquez-nous qui est cette jeune femme qui pense qu'elle sera canonisée, qui donne à la postérité toutes les raisons, croit-elle, de le faire. Alors, c'est une jeune fille qui a reçu une éducation très très catholique. Et quand elle était petite, elle était fascinée par toutes les images chrétiennes, du Christ en croix, les habits, les robes du clergé, la confession, l'idée de dire ses péchés à un homme qu'on ne connaît pas, qui a le pouvoir magique de vous pardonner. Bon, tout ça l'a fascinée. Et elle s'était confectionnée une petite couronne d'agrafes sur le modèle de la couronne d'épines du Christ qu'elle portait sur le sein, qu'il a griffée. Et elle avait la sensation, en saignant, que goutte à goutte, elle devenait sainte. Et finalement, son idée de devenir une sainte, vu l'éducation qu'elle a reçue, c'était l'idée d'une vie absolument réussie, une vie extraordinaire. Donc c'est moins un roman sur une petite qui veut devenir une grande sainte que sur l'envie de s'extraire d'une vie très médiocre avec un rêve qui, pour elle, est le rêve ultime. Et finalement, son envie d'être sainte, il est comparable au rêve de son vieux voisin de palier très amoureux d'elle qui vit seul en tête-à-tête avec sa télévision, de remporter un jeu télévisé de culture générale. C'est le rêve de sa vie. De la même manière que la mère de l'héroïne veut rencontrer le grand amour alors qu'elle vit cloîtrée dans une chambre d'hôpital psychiatrique, ou que la meilleure amie de l'héroïne rêve d'être une grande comédienne hollywoodienne alors qu'elle est secrétaire dans une marbrerie funéraire et qu'elle a juste des petits rôles d'actrice porno dans des films artisanaux, pas très flatteurs. Et tous ces personnages ont trouvé comme espèce de remède à la déception, à la médiocrité du réel, de s'enfuir dans un monde irréel avec des espoirs de vie complètement extraordinaires, avec un prix à payer à chaque fois qui est de perdre le contact avec la réalité. Donc c'est un roman toujours entre la question de qu'est-ce qu'on a à gagner à affronter le réel, qu'est-ce qu'on a à gagner à s'évader dans la fiction, et où trouver son équilibre sur la frontière entre la vie réelle et l'onirisme, où on peut enrichir sa vie de tout ce qui ne nous est pas offert réellement dans notre vie matérielle, concrète. Alors je disais tout à l'heure que vous étiez modèle pour peindre, ce qui semble tout à fait anecdotique et qui ne l'est pas, puisqu'en fait le corps est très important dans votre œuvre, et tout ce que vous mettez dans votre œuvre en fait est quand même puisé dans votre curiosité, votre voracité à visiter le réel. Et dans le cas d'Une Sainte, ce personnage, cette héroïne, est visiteuse de prison. Vous aussi d'ailleurs. Je ne dis pas que vous êtes une sainte. Je ne dis pas que vous avez des ailes qui poussent dans le dos, parce que j'ai déjà passé la main et vous avez un dos tout à fait normal. Donc il n'y a rien à voir, c'est un roman et ça ne fait pas un doute. Pourquoi avez-vous choisi d'ancrer cette histoire qui aurait pu se trouver, comme vous venez de le dire, dans n'importe quel domaine, puisqu'il s'agit d'aspiration? Pourquoi l'avez-vous ancrée dans la question des prisons, dans le lieu de la prison? Un thème récurrent du roman, c'est l'art de l'évasion. L'art de l'évasion par la fiction, par l'amour, par le rêve de gloire, fut-il complètement dérisoire, orgueilleux. Bon. Et il y a la vraie question qui me travaille depuis toujours, qui est, quand on est dans un réel enfermement, quelle partie de sa liberté on a perdue? Moi, ça fait 10 ans que je suis visiteuse de prison, et c'est une question que je me pose de façon de plus en plus aiguë, c'est quand on est privé de sa liberté de mouvement, de faire les choix les plus simples pour sa journée, de
de pouvoir se mettre sous la pluie, de pouvoir toucher un arbre, de pouvoir marcher tout droit, ne serait-ce que 50 mètres sans rencontrer un mur. Qu'est-ce qui nous reste de notre liberté? Quelle est la part intouchable, inviolable de la liberté qu'on peut découvrir en soi? Et pour moi, c'est un travail très similaire à celui de la littérature. En parloir avec les détenus, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de trésor qui ressemble à la mémoire du romancier, qui fait qu'on peut trouver un champ de liberté qui n'a rien à voir avec la géographie déprimante de la prison, mais qu'offre le parloir, qui est un lieu comme le roman, qui est un lieu neutre de création, et qui a la même âpreté que le roman quand la page est blanche et qu'on n'a pas commencé. Ça veut dire lutter avec ses souvenirs, avec tuer la flatterie, la coquetterie, plaire, se poser les vraies questions de sa vie, qui sont des questions quand on est en prison qui nous sautent aux yeux parce qu'on se pose toutes les questions de la faute, du parcours, de voilà, quel est son rôle ici et pourquoi on s'est retrouvé si bas dans une société qui vous a mis au banc de la société. Donc pour moi, c'était un lieu très symbolique pour parler de tous ces personnages qui cherchent une forme de liberté dans une vie qui en est privée, mais avec l'espoir qu'il y a des façons, d'espèces de chemin de traverse pour se libérer. Alors dans ce livre aussi, le corps est important. En ce qui vous concerne en tant qu'écrivain, quelle part a le corps dans l'acte d'écriture? Ne me dites pas que vous utilisez un stylo et que votre main vous sert à écrire. Non, c'est une bonne question parce que j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de très... c'est tellement épuisant, j'ai l'impression d'écrire. Moi, je cours beaucoup, j'adore la course de fond, je cours tous les jours. Et là encore, ces deux activités que je trouve très semblables. Il y a quelque chose dans l'état d'épuisement du corps qui écrit qui n'a rien à voir avec le côté minimaliste de taper sur un clavier. Et donc, je suis étonnée par la dépense d'énergie et la fatigue du corps, qui est une vraie fatigue du corps. Ça veut dire que je ressens comme... il y a quelque chose de musculaire qui est épuisé. C'est cette espèce de soulagement qu'on a quand on a beaucoup couru, qui à la fois un état qui laisse complètement vider, mais en même temps, on sent une espèce de blessure dans le corps, comme si toutes les idées qu'on avait eues laissaient, donc j'écoutais avec attention tout à l'heure, laissaient des traces à l'intérieur du corps de ce qu'elles avaient supposé, de mémoire de l'amour, de la douleur, du chagrin. Donc de toute façon, la question du corps est présente dans tous mes romans, et j'ai pas attendu, comme vous le disiez, de poser pour des peintres et me retrouver nue, inerte, avec cette question tellement qui saute au corps et aux yeux du corps, pour m'interroger dans mon écriture sur la façon dont on prend conscience du corps quand on écrit. C'est pas seulement parler du corps, c'est est-ce que quand j'écris, je suis un être d'esprit, je suis dans une espèce de bulle éthérée, ou est-ce que le fait que mon corps a la forme qu'il occupe cette place dans l'espace, a une impression comme photographique ou plutôt de sculpture sur mon écriture? Alors là, on vient de parler du corps et fort bien avec vous deux, Brigitte Giraud et Émilie Durkheim. Et là, on va parler de corps qui manque avec Jérôme Prieur. Jérôme Prieur, une femme dangereuse. Vous avez écrit de nombreux livres, en particulier sur le christianisme avec Gérard Mordillat. La question du corps, on la retrouve avec le corps du Christ, on la retrouve avec une sainte. Parce que vous dites des choses très intéressantes sur le corps du Christ dans votre livre, sur l'hostie, pardon. Vous êtes documentariste et d'ailleurs, vous avez réalisé Hélène Baird, une jeune fille dans Pas réoccupée, un long métrage documentaire, donc d'après le journal d'Hélène Baird entre 42 et 44. Qui fait grand bruit. Mais c'est pas pour ça qu'on se parle. Une femme dangereuse, c'est l'histoire d'un homme qui court derrière une femme qu'il ne connaît pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est un livre sur le mystère? Ben oui, c'est le mystère qui fait écrire, qui fait bouger, qui fait avancer. Oui, bien sûr. Mais je suis très heureux d'être avec Brigitte Giraud et avec Émilie Durkheim parce que nos livres communiquent, ils n'ont rien à voir sur le plan littéraire, en même temps, ils ont quelque chose de très fort qui les relie, c'est la littérature. C'est-à-dire que dans la littérature, passe la sensualité du langage, passe le théâtre du langage, passe des choses qui permettent de dire ce qu'on est intimement. Et je suis très frappé quand Brigitte Giraud dit que je crois que nous avons deux corps, c'est-à-dire que nous avons le corps réel, et puis nous avons notre corps, nous avons la chance d'écrire, mais nous avons aussi un corps archaïque, un corps enfantin, un corps éternel, un corps amoureux, un corps blessé, mais un corps qui n'a pas le même âge que le corps réel que nous avons. Et je crois que c'est la chance que nous avons quand nous écrivons, de chercher, d'être poussés par cette énergie et de vouloir donner ce désir au lecteur. Et donc,
quand vous dites que mon livre est à la recherche d'un corps absent, oui, certainement, certainement, et de mon corps absent aussi, puisque le livre commence par une scène de noyade. Le narrateur se noie. Le narrateur, pour faire une espèce de confidence qui n'en est pas une, ce livre est né du fait que j'ai failli me noyer il y a 3 ans dans l'Atlantique, et qu'au lieu que cette épreuve me tue d'une certaine façon, me tue réellement ou me tue d'une autre manière, ça m'a au contraire donné envie d'écrire, enfin de retrouver la vie. Ça m'a donné envie de renaître. Ça m'a donné envie, moi qui ai écrit pour l'essentiel des textes plutôt du côté de la non-fiction, du côté de l'essai, ça m'a donné envie d'écrire de la fiction, d'écrire un roman. Et donc j'ai imaginé cet étrange pacte qui est noué au début de mon récit entre ce narrateur qui se noie et qui est sauvé in extremis par une nageuse, une plongeuse, une femme grenouille, tout habillée d'une carapace noire, et qui, en échange, enfin plus exactement, le narrateur, pour la remercier, lui demande ce qu'il peut faire, et il est prêt à tout pour la remercier, puisqu'il lui doit la vie. Et cette femme lui demande de tuer une autre femme, de tuer une inconnue, de tuer Madeleine, que le narrateur doit retrouver. Et tout le récit, toute la fiction, c'est l'histoire de cette chasse, de cette enquête, de cette quête vers quelqu'un, pour retrouver quelqu'un qui a disparu. Et donc, pour la retrouver, petit à petit se dessine une ronde de personnages féminins, d'autres femmes que le narrateur connaît, a connues, rencontre, dont il rêve, voilà, et qui lui permettent de s'approcher de cette femme inconnue qu'il a pour mission de tuer. Ce qu'il ne fera pas forcément, je laisse au lecteur le soin de le découvrir. Ça, on ne le dira pas. Comment le livre est venu? Alors, vous parlez de la noyade, ça c'est une chose, mais vous auriez pu aussi écrire un livre sur, je ne sais pas, les mœurs du requin-marteau en océan Pacifique, je dis n'importe quoi. Comment est venu le livre, et comment le fil narratif vous a paru évident, et comment vous avez su que c'était celui-ci qu'il fallait tirer, si ça s'est passé comme ça? Il y a eu cette scène vécue, voilà, il y a eu cette scène vécue, et puis après j'avais envie de raconter, finalement, ça apparaît pas du tout dans le livre tel que je vais le dire, mais j'avais envie de raconter à nouveau Orphée et Eurydice, mais Orphée et Eurydice, où Orphée chercherait à se retourner pour tuer Eurydice. Voilà. Parce que ce qui m'interroge beaucoup dans tous mes livres, qui ont l'air de s'intéresser à Proust, à Pompéi, au christianisme, qui ont l'air de partir dans des directions très variées, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est ce que nous faisons du passé. Est-ce que le passé nous empoisonne, nous empêche de vivre, ou est-ce que le passé nous permet nous construit, nous permet de revivre? Et c'est ça qui m'intéresse, enfin, sur le plan même beaucoup plus lié au récit, et puis sur le plan essentiel pour chacun de nous, sur le plan amoureux, la question qui est pour moi étrange et qui est naïve évidemment, mais on n'écrit pas son naïveté, c'est est-ce qu'on peut aimer plusieurs fois? Enfin, est-ce que aimer, ça consiste à tuer les personnes, les êtres qu'on a aimés avant? Et donc c'est ces questions-là qui m'ont habité et qui sont incarnées, parce que ça permet d'incarner le passé. Les êtres qu'on a aimés, les corps qu'on a aimés, comment est-ce qu'ils vivent toujours à travers nous, imprimés sur nous-mêmes? Alors vous parlez d'Orphée et Eurydice, mais on pourrait peut-être, en tout cas en tant que lectrice, moi j'ai pensé aussi à Ulysse et de l'Odyssée, hein, pas de l'Iliade, donc à travers quelque chose d'assez initiatique. Est-ce qu'on peut garder cette idée-là, ou est-ce que c'est pas forcément votre idée majeure? Si, bien sûr. Il y a même une autre référence, mais quand on parle de référence, c'est toujours gênant parce qu'on peut donner l'impression au lecteur que si on n'a pas les clés, on ne peut pas lire. Et donc, je trouve que la force des livres, c'est de communiquer avec des inconnus à partir de sentiments, de sensations, d'états que nous osons exprimer. Et donc c'est ça qui m'intéresse. Mais évidemment, c'est un parcours initiatique qui joue. Je parle du lecteur, c'est pas un hasard
pour moi, c'est très important d'écrire en jouant avec le lecteur, en mettant en scène la place du lecteur. Que le lecteur, comme moi, se laisse perdre, peut-être noyer, pour comment dire, être sommé en cours de route, pour se dire est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que j'ai lu ça? J'aime bien que l'idée qu'un livre puisse être un champ magnétique, comme ça, qu'il puisse créer dans l'esprit du lecteur sans arrêt des associations d'idées, des associations d'images, et que le lecteur se demande mais l'ai-je bien lu? Alors on termine, je voulais simplement dire aussi qu'il y avait de l'humour, comme d'ailleurs dans vos 3 textes, et que je vous cite simplement que Dieu bénéficie à Paris d'une rue et d'un passage, ce n'était vraiment pas digne de son standing. J'ai mis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un homonyme. Voilà, c'est pour situer un peu le type d'atmosphère qui se dégage d'une femme dangereuse. Je voulais vous demander à tous les 3 de me répondre alors très rapidement. Ça, c'est la question sadique. En tant qu'écrivain, tous les 3, comment est-ce que, je ne vais pas vous demander la fonction de la littérature, mais est-ce que la littérature vous permet de dire, d'exprimer, de traduire, de transformer tout ce que vos imaginaires comportent? Et est-ce que la fidélité que permet la langue est assurée, ou est-ce que c'est un travail de frustration par rapport au monde qui vous occupe, qui vous habite? 30 secondes chacun. Alors moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est complètement insuffisant, et j'ai la frustration, parce que vous parliez de frustration, de ne pas pouvoir peindre des passages qui me paraissent incomplets si on n'a pas la peinture qui va avec, et la danse surtout. Il y a plein de passages que j'imagine danser, et je sens ce que le corps pourrait dire que les mots laissent sec. Donc oui, en même temps, j'ai l'impression qu'on peut s'approcher du réel, et en même temps, pour traduire entièrement l'imagination, j'ai l'impression qu'il faudrait une espèce de syncrétisme d'art qui serait un roman, une danse, une peinture, une photo surtout, la précision photographique vertigineuse de la photo par rapport au roman où on choisit des mots tellement... Voilà, on a très peu de choix, il y a peu de pages et peu de mots. Brigitte Giraud. Moi j'ai l'impression que l'écriture c'est le seul moment où je ne suis pas dans la fuite, pas dans l'action. Ça me permet de comprendre peut-être le réel et de créer des liens, de tisser des liens là où a priori il n'y en aurait pas. J'aime bien l'idée du télescopage, et l'écriture me permet de mettre en écho des situations qui a priori n'ont pas de lien en elles mais qui font du sens. Et Jérôme Prieur? Oui, je souscris à cette idée de l'impossibilité de tout dire, d'être exhaustif, à l'idée que écrire, c'est être dans une relation, dans un lien, dans une amitié avec le lecteur, enfin ses destinataires inconnus. C'est très étrange comme ça de se dire que ce qu'on écrit va être habité, adapté, adopté par d'autres. Enfin ça, c'est extraordinaire. Voilà. Et je pense toujours à ce quand on posait la question à André Gide, à quoi penses-tu, au lieu de répondre à rien, comme on dit souvent machinalement, il avait une très belle formule, il disait à tout. Je me reconnais dans cette formule. Merci beaucoup. Jérôme Prieur, Une femme dangereuse aux éditions Le Passage. Brigitte Giraud, Avoir un corps aux éditions Stock. Émilie de Turckheim, Une sainte, mais ce n'est pas vous, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Merci à tous.